Bonjour à tous, bienvenue sur AI Advantage, c'est Charles de Prompt Machina et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Aymeric Bourgeois. Comment tu vas Aymeric? Ça va super Charles. Merci pour l'invite. C'est un plaisir d'être là avec toi. Bah merci à toi. C'est toujours rigolo parce que du coup on enregistre en te demandant si ça va, mais ça fait 30 minutes qu'on discute. C'est toujours rigolo. Ouais, ça fait 30 minutes et je pense que ce qu'on a enregistré, ce qu'on n'a pas enregistré, on aurait clairement pu l'enregistrer et le partager parce que il y avait pas mal de trucs intéressants, mais on y reviendra, je pense. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est comme les grands sportifs, je pense. Faut toujours un petit temps de chauffe avant de vraiment voilà performer pendant 1 heure et demie et être vraiment au taquet. Faut le temps un peu de mettre la machine en route. Est-ce que déjà Yes. tu peux commencer un peu par présenter ton activité et ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Emeric, je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Kikads. C'est une agence social ads et UGC. Donc ça veut dire que en fait on aide les entreprises qui vendent sur internet, qui vendent grâce à la publicité sur internet, on les aide avec deux choses. Donc en créant des publicités de style UGC euh, pour mieux performer en publicité en ligne, tout simplement, et en gérant leur campagne en media buying, donc notamment Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Donc voilà, ça c'est ce que nous on fait. Et on a créé cette agence à deux avec mon associé Julien. Il y a maintenant presque un an. Je crois que ça fait 11 mois à peu près qu'on a créé ça. OK, est-ce que tu peux nous expliquer parce que enfin, moi je sais que au début, je savais pas trop ce que c'était les UGC. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est les UGC? C'est quoi l'intérêt d'utiliser du coup ce format-là plutôt qu'un autre format? Nous en dire un peu plus, voilà, sur, ta discipline. Ouais, carrément. Les UGC, alors UGC, ça veut dire User Generated Content, donc contenu généré par les utilisateurs, pour ceux qui parlent pas anglais. Donc, à la base, en fait, c'est n'importe quel contenu qui va être généré par un utilisateur qu'une marque pourrait réutiliser. Ça va être par exemple un avis sur Google ou sur Trustpilot. Ça va être une story Instagram. Ça va être un post même pour dire j'ai acheté telle marque, j'ai kiffé, je vous la recommande. Donc c'est vraiment tout ça en fait, les UGC. Et nous, quand on dit UGC, en fait, c'est plutôt un abus de langage, puisque c'est plus des utilisateurs qui génèrent les contenus, ça va être des créateurs de contenu, donc qui vont être professionnels ou semi-professionnels en tout cas dans cette discipline-là. Donc l'avantage de ces formats, c'est que c'est plus authentique qu'une publicité traditionnelle brandée, où tu mets vraiment en avant uniquement le produit, la marque. Là, c'est vraiment centré sur l'utilisateur et du coup sur l'utilisation du produit. Donc ça va être plus authentique, on va plus pouvoir s'identifier et du coup, ça va mieux convertir. Et aussi, l'autre gros avantage, bien sûr, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que de faire un tournage en plateau avec des acteurs, etc. Où là, tu as des tickets d'entrée qui sont grosso modo à 10K, quoi. OK et c'est quoi globalement, la clientèle que tu as, parce que ça, l'image qu'on en a, c'est beaucoup, tu sais, du e-commerce. Est-ce que tu as d'autres types de clientèle, je sais pas, du SaaS ou même du service, ce genre de choses? Ouais, totalement. En fait, on a beaucoup cette image de e-commerce, tout simplement parce que j'ai l'impression que le e-commerce souvent est un peu en avance sur la partie marketing, mais en fait, ça fonctionne pas que sur le e-commerce. Ça a commencé par là, mais on a aussi pas mal de clients, comme tu l'as dit, dans le service. Donc, service à la personne. On a des clients dans le B2B aussi. Euh, on a des clients dans la formation. Vraiment, ça peut être dans tous les domaines à partir du moment où la publicité en ligne fonctionne pour telle ou telle activité. Les UGC peuvent fonctionner. Pour moi, il y a un cas en fait où ça fonctionne pas très bien de ce qu'on a vu, c'est quand les coûts d'acquisition sont déjà très très bas. Si tu as des coûts d'acquisition à 1 euro ou en dessous d'1 euro, souvent les coûts de diffusion des publicités vidéo, ça va être plus cher que les publicités statiques, les images. Donc forcément, si tu payes 2 fois plus cher pour diffuser ta publicité, après il faut qu'elle convertisse 2 fois mieux pour fonctionner pareil. Donc à partir de là, c'est compliqué. Mais euh, mais ouais, à part si il y a des coûts d'acquisition qui sont déjà hyper bas,
Ça fonctionne plus ou moins pour tous les domaines à partir du moment où la publicité en ligne fonctionne. OK. Et tu es sur, vous faites ça sur, quels canaux? Sur, Facebook, Insta, j'imagine? Est-ce que vous faites d'autres, régies publicitaires? On fait principalement Facebook, Insta, TikTok. En fait, à la base, ces pubs-là, nous, on les pense en format TikTok OK. et ensuite, on les exploite du coup sur TikTok, Facebook, Insta. Parce que TikTok, c'est un levier qui est assez particulier et en fait, une publicité qui fonctionne bien sur TikTok, ça va être déjà forcément une vidéo et ça va bien fonctionner en général sur Facebook et Insta, alors qu'une publicité qui est faite pour Facebook ou Insta, va pas forcément fonctionner sur TikTok. Parce que sur Facebook ou Insta, tu peux très bien faire par exemple une publicité hyper brandée, si tu amènes bien tes arguments, etc. Ça va très bien marcher, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que les UGC qui fonctionnent. Maintenant, ce genre de pub sur TikTok, ça va pas fonctionner. OK, super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton premier contact avec, l'intelligence artificielle, notamment les modèles, du coup, d'IA génératifs comme, je sais pas, est-ce que c'était plutôt du texte ou un DALL-E, un Midjourney, c'était quoi toi? Moi, le premier que j'ai découvert, je crois que c'était Dali. Ça devait être un peu avant l'arrivée de ChatGPT, je sais plus quand c'était, novembre, décembre dernier. Mmh. Ça devait être un peu avant ça. Donc ça, c'était le premier contact que j'ai eu avec ce type d'intelligence artificielle. Maintenant, c'était pas une grosse réussite parce que je pense comme tout le monde quand j'ai découvert ça, je connaissais pas le principe de prompt. Je savais pas comment parler à l'IA. Donc j'ai essayé pas mal de trucs sur Dali, mais j'ai jamais vraiment réussi à avoir les résultats que je voulais. Je l'ai utilisé plus pour jouer, on va dire, que vraiment pour l'utiliser de manière professionnelle. Donc ça, c'était la première chose. Et après, bah, comme tout le monde, quand ChatGPT est sorti, ça fait un énorme buzz. Donc j'en ai entendu parler, je suis allé voir ça tout de suite et j'ai testé. Au début, bah, pareil que sur Dali, un peu comme tout le monde, j'ai fait de la merde en testant les trucs les plus basiques et en voyant de quoi il était capable, en lui demandant un truc tout simple. Et après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que il me sortait des réponses qui n'étaient pas toujours adaptées et qui partaient un peu dans tous les sens, donc il fallait être hyper précis. Et bah voilà, petit à petit, j'ai commencé à itérer, à voir ce qu'on pouvait faire. Je pense qu'un des premiers trucs que je lui ai demandé, on y reviendra parce que c'est aujourd'hui comme ça que j'utilise ChatGPT, c'est écris-moi un script pour un UGC. Sauf que j'avais dû lui demander à peu près comme ça, sans aucune précision en plus. Et forcément, il savait pas, il savait pas forcément ce que c'était qu'un UGC. Il savait pas comment je voulais mon script, etc. Donc il m'avait sorti des trucs pas ouf. Et pendant un petit moment, j'étais resté un peu sur ça. Et je me disais, ouais, ChatGPT c'est cool, mais pour les UGC ça marche pas parce qu'il sait pas bien ce que c'est les UGC. Sauf qu'en fait, non. C'est juste que moi, je savais pas lui dire bien ce que c'était que les UGC. OK. Et du coup, c'était quoi un peu ton process de comment tu l'utilisais? Comment tu essayais de l'utiliser? Comment Bah, au comment tu départ, faisais, est-ce que tu avais un process d'itération précis ou est-ce que juste tu regardais, tu dis: «Non, c'est pas ça, en fait, il faut faire ça, machin»? non, j'avais pas vraiment de process au départ. Je l'ai utilisé vraiment comme ça parce que j'ai vu que la techno était incroyable. Je savais pas encore trop quoi en faire, mais je me suis dit cette techno elle est incroyable et elle va permettre en fait d'accélérer tout ce qu'on fait et il faut que je sache m'en servir. Donc je suis allé là-dessus en me disant il faut que je sache m'en servir et j'ai essayé comme ça en fait. J'avais pas spécialement de process. J'ai un peu bidouillé avec le truc. Et au fur et à mesure, du coup, ouais, j'ai compris qu'il fallait vraiment lui donner plein de précisions pour qu'il sorte un truc qualitatif en un seul prompt. Et en fait aussi, j'ai compris que bah c'était pas un Google en fait. Faut pas lui demander en une fois ce que tu veux. Tu peux lui demander en 10 fois. C'est une conversation et il retient les réponses précédentes. Donc c'est vraiment ça pour moi qui a fait la diff, plus qu'avoir un process précis d'itération.
parce que encore aujourd'hui, je l'utilise et ça me fait gagner énormément de temps, mais j'ai pas un process hyper précis d'itération. C'est juste, c'est une discussion en fait, c'est juste que je sais un peu plus comment lui parler. Ça, je trouve que tu mets le point sur un un hack, on va dire ça comme ça, hyper important. C'est vraiment de voir, l'IA comme, un agent conversationnel. C'est-à-dire que tu peux commencer une conversation en lui donnant des informations et après, avec ces informations-là, il va pouvoir exécuter des tâches. J'entends par là où moi j'aime bien le voir un peu comme un stagiaire qui est, vierge de toute connaissance et au début, en fait, tu vas lui donner des informations, du contexte, lui expliquer des trucs pour pouvoir réaliser la tâche finale et typiquement là-dessus, il a des résultats, qui sont vraiment incroyables. GPT-3, bon voilà, moyen sur certains trucs. Fallait même je trouve, moi je sais que j'utilise beaucoup Make pour travailler avec, donc du coup je divisais ça en plusieurs conversations, tu sais, pour diviser les étapes, mettre des exemples sur chacune des étapes pour vraiment avoir un résultat très précis à Ouais, chaque, étape du processus. Mais GPT-4 là, on a passé un cap qui est assez impressionnant et c'est, ouais, typiquement, bah, tout à l'heure là, je te parlais de mon prompt là pour faire les posts LinkedIn. ouais. C'est, une fois que tu as le prompt, que tu as mis les variables, les informations et tout, tu appuies sur un bouton et ça fait du post, en automatique. Tu as quand Ouais, même la complètement. ouais? Non, ouais, je disais, complètement et Ah il y a OK. aussi un autre truc par rapport au fait de, lui donner plein d'informations. Heu, quand on sait pas exactement, quand on n'a pas exactement toutes ces informations, on sait pas quelles informations lui dire, on peut carrément lui dire, voilà, tu es un développeur, JavaScript, machin truc, senior avec 10 ans d'expérience et il me faut ça, il faut que tu me développes, tel programme. Heu, demande-moi, pose-moi les questions, nécessaires au développement de ce programme. De quoi tu as besoin pour pouvoir le faire. Plutôt que de lui donner directement, tu peux directement lui demander de te demander, les informations dont il a besoin. Et ça, je l'ai pas encore, testé, dans tous les sens, mais les premiers résultats que j'ai vus sont vraiment pas mal. Ouais, moi j'ai testé ça en dev, bah, justement pour développer mon petit chatbot là et en fait, ce que je faisais donc je savais pas du tout développer en React. Je sais toujours, pas trop, mais du coup, je comprends la logique. Je lui ai demandé: «OK, donc tu es un développeur senior, quelles sont les étapes Heu, quelles sont les étapes pour développer un chatbot? Tu vas me détailler un peu la roadmap, en me détaillant chacune des étapes, ce qu'il faut faire et en te basant sur comment, on doit bien structurer un code en React. Parce que, enfin, ça c'est important en code que ce soit bien propre et tout. Et là, il OK. m'a donné toutes les étapes. Il m'a expliqué un peu aussi en React comment ça fonctionnait, donc tu as une logique de composants, machin et du coup, à la fin, je lui ai dit: «Bah, OK, vas-y, c'est parti, étape 1, pim, étape 1, ensuite on fait l'étape 2, étape 2 et s'il y avait un truc qui marchait pas, je lui faisais remonter l'erreur, il me débuguait, étape 3, hop et c'est allé, ouais, pour faire le design et tout, c'est allé assez vite. Après, dans certaines fonctions, il fallait un petit peu comprendre comment ça marchait pour vraiment le connecter avec, tout l'ensemble de l'API mais ouais, aussi un vrai hack, tu donc lui poser des questions et lui demander comment faire et vraiment décrire précisément la tâche. Hem, alors je sais pas toi, c'est quoi tes prompts dans les UGC, mais typiquement si je devais le faire, tu me dis si je me trompe, je lui demanderais par exemple, quelles seraient les étapes et les questions à me poser pour créer une UGC, pour, X personnes avec X offres, le produit a X caractéristiques, tu vois? Avec ce genre de variables, afin qu'il me propose pas un truc standard qui peut s'appliquer à n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je l'utilise pas exactement comme ça, mais effectivement, il y a des similitudes parce que moi, cette forme de prompt-là, en lui disant pose-moi les questions pour, je l'utilise quand je connais pas très bien le sujet. Sur les UGC, ouais, j'estime que je connais pas trop mal le sujet, donc je lui dis en fait directement de quoi il a besoin.
Et en fait, je lui donne carrément les éléments. Nous, on a un espèce de formulaire que notre client remplit pour que nous, on puisse faire des scripts qualitatifs. Et on utilisait ce formulaire pour les faire à la main. Ben, en fait, j'utilise carrément tous les éléments qu'il y a dans ce formulaire et je les redonne à ChatGPT. Donc après, je les mets en forme un petit peu, mais voilà, dans mon prompt, euh, j'utilise pas, j'utilise pas ce format-là. J'utilise vraiment le format euh, tu es un, t'es un scriptwriter professionnel pour les publicités UGC. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, et je lui donne un certain nombre d'informations en fait euh, pour qu'il me sorte un script qualitatif. Donc pour décrire un peu le truc un peu plus précisément, nous nos scripts on les met en forme de tableau. Donc d'abord je lui ai donné un exemple de script sous forme de tableau pour qu'il sache comment me le restituer. Comme ça moi après j'ai plus qu'à copier-coller le tableau et à modifier derrière parce que le résultat est pas encore 100% exploitable, il faut quand même modifier certains trucs. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je donne plusieurs éléments. Je donne d'abord le contexte. Donc le contexte il est assez similaire pour chaque UGC. T'es un creative stratégiste ou un scriptwriter pour les UGC professionnels. L'objectif de cette UGC c'est de vendre un produit. Voilà telle cible. Voilà il faut que la publicité s'adresse à telle cible, donc homme ou femme, tel âge, avec tel centre d'intérêt. Donc voilà, le résultat attendu, c'est que la personne clique sur la publicité et ensuite aille acheter le produit. Et, euh, et voilà, donc ça c'est et bien sûr, je décris aussi le produit. Je mets en gros produit de points, voilà ses avantages, voilà ses inconvénients, euh, voilà les freins à l'achat qui ont été relevés. Par exemple, si c'est un produit très cher, en général, le prix, c'est un frein à l'achat. Même d'ailleurs, quand c'est pas un produit très cher, le prix, c'est toujours un frein à l'achat. Et puis après, il peut y avoir d'autres freins à lui donner. Ensuite, je lui donne le concept à développer. Ça, le concept, on les fait à la main. On a essayé de les faire avec ChatGPT. Ça marche pas trop mal, mais pour l'instant, je préfère les faire à la main parce que c'est quelque chose d'assez rapide, donc je gagne pas énormément de temps en le faisant avec ChatGPT. Tu peux nous expliquer ce que c'est le concept? En gros, le concept, ça va être bah, par exemple, je vais donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Ça va être 3 raisons de changer de shampoing pour passer à ce shampoing-là. Et OK. après, tu vas expliquer les 3 raisons. Ça va être le concept. Ça peut être arrête d'utiliser tel produit et utilise ça à la place. OK. Ou ça peut être, par exemple, un avant-après. Donc voilà ma situation avant que j'utilise ce produit et voilà ma situation maintenant que j'utilise ce produit, avec bien sûr la différence qui est visible entre les deux situations. OK. Donc voilà, ça c'est important nous on distingue bien en fait la partie création du concept et création du script parce que on fait valider ces 2 étapes-là au client. Et parce que bah voilà, le client il peut ne pas être à l'aise avec certains concepts. Genre, un concept qui est centré sur l'humour, par exemple, c'est quelque chose qui va très bien marcher, mais tu as certains clients qui veulent pas parce qu'ils veulent garder une image sérieuse, etc., machin. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on sépare vraiment ces deux parties-là. Donc pour revenir au prompt que j'utilise pour les UGC, donc je donne le contexte, son rôle, son objectif, la cible, une description du produit avec les différents arguments de vente, les différents freins à l'achat, etc. Et le résultat attendu. Ensuite, je lui donne le concept à développer. Ça, il n'y a rien de spécial à savoir, hein. Je lui mets voici le concept à développer, 2 points, ouvrez les guillemets, et je copie-colle le concept que j'ai présenté, qu'on a présenté au client. Et ensuite, un truc qui marche très bien, ça va être de lui donner un framework, de lui dire, je veux que sur cette publicité, tu suives le framework suivant. Et après, tu vas mettre par exemple hook, bénéfice numéro 1, bénéfice numéro 2, bénéfice numéro 3, preuve sociale, call to action. C'est un exemple. Il y a des dizaines de frameworks qui marchent très bien.
Donc voilà, ça je lui donne aussi, ça je le fais depuis très peu de temps, je le faisais pas avant. Mais j'ai remarqué que ça marchait beaucoup mieux parce que ces frameworks-là, il les comprend très bien en fait. Et, euh, et du coup, il te les ressort et ça correspond vraiment à l'architecture en gros de la vidéo que j'aurais fait si j'avais écrit ce script à la main. OK Ça marche pas mal. Et après, je lui mets aussi d'autres contraintes. Ça, c'est important. D'une manière générale, pas que pour les UGC, c'est très important de mettre des contraintes. Donc, je lui mets une contrainte de longueur, par exemple, parce qu'avant, il me faisait des trucs hyper longs qui duraient plus de 60 secondes. Donc, je lui dis la vidéo doit durer entre 15 et 30 secondes. Des contraintes de format. Par exemple, si je veux que la vidéo soit en full face caméra ou en full voix off ou avec des enchaînements, etc. Ça, je lui dis aussi. Et puis après, je lui mets des contraintes de durée des plans aussi. Je veux pas des plans qui durent trop longtemps pour que la vidéo soit dynamique. Donc je dis des plans de 3 secondes maximum. Ou alors à l'inverse, je veux que la vidéo soit pas dynamique, ce qui peut aussi bien marcher pour d'autres cibles. Et du coup, je lui dis voilà, je veux que des plans longs, voire je veux un seul plan qui soit un plan séquence quoi. Euh, donc je lui demande aussi un nombre de hooks en particulier. Nous on fait 3 hooks par vidéo par exemple. Donc voilà, il faut vraiment le contraindre au maximum parce que en fait, le principe c'est que ChatGPT, il est plus fort que toi et il est beaucoup trop fort. Donc si tu le contrains pas, bah lui il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Du coup, il faut le contraindre et lui dire utilise seulement ça, fais-le de cette façon-là, etc. Et du coup, ça met un peu plus de temps, mais une fois que tu as ton template qui est prêt, bah tu peux le réutiliser à l'infini. Moi, mon prompt, j'ai mis assez longtemps à le faire, mais maintenant qu'il est fait, bah, CTRL-C, CTRL-V, et je rajoute les éléments du client. Et au final, il me sort un script qui est pas dégueu du tout en, en 2 minutes de travail pour faire tous les copier-coller, pour lui décrire tout ce qu'il y a besoin de décrire. Après, je le remanie un petit peu de toute façon à ma sauce, mais écrire un script totalement à la main en partant de zéro, avant, ça me prenait entre 30 minutes et 1 heure. Maintenant, avec ça, ça peut me prendre ouais, 15 minutes, quoi. Je sais pas si toi tu as cette sensation-là, mais quand je fais un prompt pour une tâche, j'ai, tu sais, une sensation d'avoir fini la tâche, mais, tu sais, comme quand tu as fini un jeu, c'est tu sais, tu as résolu la tâche. Tu en as fait un prompt, après tu as juste à copier-coller et tu as plus besoin de faire la tâche. Tu Complètement. tu as cette sensation? Où, tu sais que, bah, avant, typiquement moi je sais que là j'ai eu des résultats de malade avec, j'ai un prompt pour faire de la prospection, pour envoyer des messages de prospection sur LinkedIn et ouais, c'est un peu il est pas aussi long que le tien. J'utilise GPT-4 pour le faire et en fait je lui mets, description, nom de la personne, profession et ses posts LinkedIn et il me fait des accroches, j'ai chopé je crois 3 rendez-vous en, 20 messages ou 25 messages Ok. Ah, donc pas mal du tout. ouais, bon après c je pense pas que ça soit un échantillon assez représentatif, mais ouais, typiquement, moi, j'avais essayé de le faire à la main, c'est de la prospection sur LinkedIn, il est meilleur que Ouais, moi, hein, franchement. clairement, Il mais est ça, parfait. c'est intéressant. Après, le truc, c'est que si tu le fais comme ça directement avec ChatGPT, tu peux pas l'automatiser en gros. Enfin, il faut trouver un moyen de l'automatiser en mode, je sais pas si c'est possible avec Make. Je sais que tu utilises pas mal Make, mais en gros, je te donne l'URL d'un profil, va chercher sa profession, va chercher ses derniers posts LinkedIn, va chercher machin, et au final, tu donnes juste une liste de 100 URL de profil LinkedIn et t'attends. En fait, il te fait tes 100 messages LinkedIn et si t'es chaud et que t'as 100% confiance en ChatGPT, ce qui, je pense, est pas forcément une bonne idée, tu peux même lui demander à Meg d'envoyer directement le message à ta place. Et au final, t'as juste à donner le fichier d'URL LinkedIn et il te fait carrément ta prospection à ta place. T'as juste à faire la segmentation, quoi. Ouais. Bon alors, après avoir encore une fois rangé le chat, enfin essayé de ranger le chat pour qu'il arrête, son cirque, on était en train de parler de la prospection LinkedIn et du coup, ouais, au niveau de l'automatisation,
il y a un outil qui s'appelle Phantom Buster, donc c'est des fantômes et il fait une tâche et tu peux les scraper les infos du profil, scraper une liste, et typiquement, j'ai l'impression que c'est faisable. Après, faut voir comment ils dispatchent les informations. Hem, je sais pas s'il y a un fantôme pour scraper les posts, je suis pas sûr, mais après typiquement même déjà juste avec la description LinkedIn, il y a moyen de faire un truc qui marche bien et après, ils ont un fantôme pour envoyer un message. Faut que je regarde, j'ai checké vite fait. Faut que je regarde avec l'API comment ça fonctionne, et Ouais, juste avec Phantom Buster, euh, je suis pas sûr que ce soit possible. Peut-être avec l'API, j'avoue que j'ai pas plongé dans l'API. Mes connaissances en code sont trop limitées pour ça. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a un truc à faire parce que si tu as trouvé un bon prompt pour la prospection, mais que tu continues de donner le profil à chaque fois à la main et d'envoyer le message à la main, ouais. c'est des trucs que tu peux carrément automatiser aussi, quoi. Ouais, complètement. Après, il y a certains messages, ils sont pas terribles. Là, je sais que je l'ai en fait, j'en ai 2, j'en ai refait un hier, où en fait, j'ai fait une séquence de prompts où le premier message, en fait, il est trop formel pour moi, ça me ressemble pas et du coup, j'ai mis un deuxième prompt pour lui dire: «OK, il faut que ça soit plus informel comme message» et là, il te fait un truc plus informel, plus cool, hem et qui ouais, qui marche bien. J'ai un taux de réponse, franchement, je te dis, j'ai jamais vu ça, quoi. Sur du message LinkedIn, je crois que je dois être à je suis peut-être un peu marseillais, mais 60-70 de retour, quoi. Enfin, un truc, Ok, incroyable. ouais, non, mais Écoute, c'est du délire. Après ça part pas toujours en rendez-vous, mais oui, j'ai eu 3 ouais, tre je sais plus 3 ou 4 rendez-vous avec ça et tu disais typiquement, là, au tout début de notre call, là, on parlait plutôt, comment on travaille au niveau du business et tout ça. Et que les premières actions doivent être faites pour générer de l'argent. Typiquement, ça, c'est un truc que je fais tous les jours et ça me génère du lead, ça me prend, allez, vu que je l'automatise pas, peut-être, 30 minutes, 1 heure par jour, le temps, en fait, ça dépend. En fait, j'ai un processus, hem, j'ajoute des gens à la main parce qu'en fait, ma technique pour cibler, je n'utilise pas Sales Navigator. En fait, je vais prendre les gens qui likent des posts de mes concurrents ou, de ok, personnes qui sont un peu, tu sais, dans la même niche que moi, qui donc du coup montrent un intérêt pour les sujets duquel je traite, par exemple. Je connecte ouais, avec eux et une fois qu'ils ont accepté, je connecte et aussi je cible un peu, je regarde aussi, rapidement, ça fait combien de temps que leur boîte est lancée, tu vois? Typiquement, si ça fait 2 mois, je me dis: «OK, bon, bah, c'est probable que je leur vende pas grand chose vu qu'ils se lancent, ils ont pas forcément trop de fonds» et si je vois que ça fait, je sais pas, 6 mois, 1 an, je me dis: «Bon, bah, OK, là, c'est plus solide». ouais. Enfin, c'est Après, si ça dépend ce que tu vends, hein. Si l'objectif c'est de vendre le prompt de prospection, là tu peux cibler n'importe qui, hein, parce que même quelqu'un qui se lance, de toute façon, quelqu'un qui se lance normalement, dans les premières semaines, il doit prospecter, parce que ou alors créer du contenu et déjà générer du lead, parce que enfin dans les premières semaines, ce qu'il faut c'est vendre de toute façon. Donc tu peux carrément faire ça. Putain, il y a le 3e invité du podcast là. Bon, le chat est de retour. Hem, ouais, ouais, bah, en fait, ça, c'est une vraie question que je me pose, c'est est-ce que le business plan de vendre du prompt vraiment bien crafté et tout, c'est un business ou pas? Parce que typiquement, tu vois, tu le vends à quelqu'un, il envoie en copier-coller à deux trois de ses potes et tu vois, Ouais, ouais, non, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, effectivement. et bah, Vaut mieux dev un truc, même si c'est pas ouf en front-end, pour que la personne juste en fait remplisse un champ, une barre, ou plusieurs champs même avec un formulaire, et que le prompt il tourne en back-end sans qu'il soit vu par la personne. Je pense que tu peux vendre plutôt ça. Et après, t'as même pas besoin de le faire en SaaS. C'est parce qu'on disait tout à l'heure que c'était compliqué. Tu peux le faire en one shot.
tu payes en une fois et après tu accèdes au truc, quoi. Non, non, ça typiquement, ça, en franchement, en no code, en vite fait, mal fait, enfin, ouais, vite fait, un peu fait, quoi, ce genre de truc, il faut, vu que j'ai le prompt, il faut peut-être, allez, 1 journée et demie, pour le développer, quoi. Tu sais, avec un truc comme Bubble, en 1 journée et demie, tu as un MVP, putain, ça m'a donné envie de le développer. Ouais, mais je pense que c'est une bonne idée. En plus, c'est bon, c'est plutôt du B2B, mais tu t'adresses quand même à la masse entre guillemets. Donc ça, tu peux le vendre à tout le monde et du coup, t'es pas obligé de prospecter vraiment toi-même. Ouais. Genre, tu peux le vendre directement avec ton contenu ou je sais pas en faisant de la pub. Je dis de la pub parce que c'est mon domaine, donc je sais que ça pourrait pas mal marcher, mais du coup, tu Mmh. tu peux le vendre sans forcément prospecter et vendre en one to one. C'est aussi l'avantage. Ah, c'est intéressant, ouais, puis ça peut être un produit d'appel par rapport à du coaching après, c'est vrai que après en fait, tu vois, genre sur ce type de business précis où en fait tout le business, repose sur un prompt caché, j'arrive pas à savoir vraiment la viabilité du business, quoi. Est-ce que, vraiment, tu vois, parce que tu as quand même un concept en stratégie, je crois que c'est la défensibilité de la boîte. C'est-à-dire, est-ce que, elle est solide par rapport à ce qui va se passer comme événement extérieur? Je te donne un exemple tout bête, hein, mais, est-ce que ton prompt, il est pas si facile que ça à répliquer ou pas? Et baser que ton business sur un prompt, est-ce que c'est pas un pari un peu, tu vois? Ouais, clairement, je pense que il faut que ce soit un side business. Mais après, toi, si on prend ton exemple, toi, de Ouais, toute façon, tu crées du contenu sur, oui. sur l'intelligence artificielle. Tu dit que ce truc, il te mettrait, 1 journée et demie à développer. En vrai, tu le fais en 1 journée et demie, tu lâches des liens un peu partout, tu fais la pub sur deux trois posts et après tu t'en occupes plus. C'est un side business qui peut te rapporter un petit peu, sans que tu trop à t'en occuper. Donc au final, si tu as un business sur lequel tu passes tout ton temps, baser tout ce business uniquement sur des prompts, je pense que c'est très dangereux. Mais si c'est un side business ou plusieurs side business, de toute façon, la valeur, elle est là pour le client. Parce que le client, il pourrait en fait trouver ton prompt. Sauf que ça lui prendrait du temps. Toi, ça t'a pris du temps de faire ce prompt, et lui, ça lui prendrait du temps, mais il a pas ce temps. Donc au final, ce qu'il achète, c'est pas forcément le prompt, c'est le temps nécessaire à faire ce prompt et à avoir un prompt qualitatif pour générer le résultat qu'il veut. Et ça, bah, ça a forcément une valeur. Parce que toi, tu as fait des prompts, tu sais que ça prend du temps. Moi, je l'ai fait, je sais que ça prend du temps. Si quelqu'un me dit: «OK, bah, j'ai un prompt qui est tout fait, pour faire ça», même si je sais que le prompt, je pourrais le faire moi-même, je sais que ça va me prendre du temps, donc bah, j'aurais peut-être plus intérêt à l'acheter directement ou à acheter, du coup, l'accès à une plateforme. OK. Et OK, OK. Après, je suis en train de réfléchir du coup à en fait, GPT-4, l'API, mine de rien, elle coûte assez cher. Est-ce que, par exemple, je pense pour être rentable, faudrait que je fasse payer ça 30 € par mois et 100 ou 150 messages générés. Est-ce que tu trouves ça cher? Et Hem, je crois 33 un peu 20 centimes le message. ça dépend de l'utilisation. Après, si c'est pour une tâche répétitive, heu, c'est pour de la prospection, je trouve pas ça cher. Après, Parce que créer typiquement du contenu, pareil, je trouve pas ça cher. Si tu crées du contenu tous les jours, tu utilises le truc tous les jours, bah, 30 € par mois pour générer 20 posts, LinkedIn par mois, enfin, un ghostwriter, là-dessus, il te prend 5 000 balles, donc ouais, c'est sûr que vu comme ça, je pourrais même le faire payer 100 €.
par mois? Ah, ouais, je pense qu'il faut que si tu le fais, il faut que tu le fasses payer en fonction de l'utilisation et pas en fonction de combien ça te coûte. Si Ah c'est ouais? un ghostwriter, ouais, tu le calcules, enfin, pas en fonction de Bon. l'utilisation au nombre de demandes, mais à la valeur que ça va apporter. Si la personne génère 20 posts LinkedIn par mois, imaginons qu'elle doive quand même les retravailler un petit peu et que ça lui prenne allez, 10 minutes de faire un post LinkedIn au lieu de 30 minutes d'habitude, et qu'elle poste 5 fois par semaine, donc 20 fois par mois, bah à partir de là, tu peux calculer, dire ok, bah il gagne 20 fois 20, donc il gagne 400 minutes par mois. Euh, Combien est-ce que ça vaut 400 minutes de son temps? Et à partir de là, tu peux essayer d'imaginer un pricing. De toute façon, le pricing, la seule chose qui fonctionne, c'est le test. Tu le testes à un prix. Si ça marche bien, tu augmentes. Si ça marche pas, tu diminues. Mais pour trouver le premier pricing, tu peux faire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas faire payer la même chose pour du contenu et pour de la prospection, par exemple, ou pour de la Mmh. prospection et pour écrire des scripts UGC. OK. Ouais, toi, tu penses que ça serait bien un modèle pay as you go, c'est-à-dire, je fais un post, je paye 1 balle ou un truc comme ça, quoi? Pas Pas nécessairement, mais vraiment en fonction de la valeur que ça apporte derrière. La prospection, tu sais que la valeur que ça apporte derrière, elle va être assez incroyable, puisque bah, ça leur fait gagner énormément de temps et ça leur génère des leads. Donc là-dessus, tu sais que tu peux le faire payer cher. Maintenant, sur de la création de contenu, tu sais que ça va leur faire gagner du temps, parce que le contenu, ils le créent déjà. Mais en termes de génération de leads, c'est pas certain que ça apporte non plus beaucoup. Ça, il faut tester. Donc ça, tu le feras peut-être payer un peu moins cher. Et après, sur tout ce qui peut être opérationnel, donc par exemple, écrire des scripts UGC, euh, ça concrètement, si tu développais une plateforme là-dessus, ou si moi je développais une plateforme là-dessus, euh, je le ferais payer moins cher. Parce que c'est pas un truc qui va directement te générer de l'argent. Ça va générer de la satisfaction client qui, à terme, bah, peut générer des nouveaux contrats et donc de l'argent. Sauf que la prospection, c'est direct en fait. Tu rentres ton prompt, t'envoies le message et tu sais si c'est un oui ou c'est un non. Et du coup, si t'envoies 100 messages par jour, tu sais que tu vas générer de l'argent. Mmh. Ouais, c'est un OK. Ouais, c'est intéressant. Je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu utilises les frameworks dans tes prompts. Ouais, Est-ce que tu sais les AIDA, les PASS, j'imagine, Bridge, After Bridge Before, toutes les trucs de copywriting. Est-ce que tu as des bons résultats avec? Parce que personnellement, moi, je suis vraiment pas satisfait, quand j'utilise des structures, que je lui demande un AIDA, je trouve ça un peu, ouais, pas capillotracté, mais un peu, fait, peut-être tu l'impression que c'est un copywriter, moyen qui est pas dans la subtilité ni dans la nuance. ouais. Bah alors moi, pour écrire mes posts LinkedIn, je les fais pas du tout avec l'intelligence artificielle, j'ai fait 100% à la main. Donc ça, je l'utilise pas. Mais pour les UGC, effectivement, je lui donne un framework et ça marche pas mal. Maintenant, moi, ce que je lui demande en termes on va dire d'organisation, de présentation du script, je vais lui demander la description du plan. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qu'on voit, l'audio, s'il y a de la musique, s'il y a une voix, qu'est-ce que dit la voix, si c'est la personne qui parle en face caméra ou si c'est une voix off, et le texte qui va s'afficher à l'écran, si c'est des sous-titres ou si on affiche un texte en particulier. Donc, avec ce framework, avec les frameworks, en fait, il va me dérouler le script qui va être assez bien foutu. Après, effectivement, sur la partie audio et texte à l'écran, souvent il y a des choses à modifier parce que c'est un peu trop vendeur. Et c'est un peu ce qu'on essaye d'éviter avec les UGC. Euh, donc, par exemple, là, j'en ai un sous les yeux. Ta, ta, ta.
j'avais un, je lui avais donné un framework, bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, preuve sociale, call to action. Et je lui avais dit, il faut que tu fasses ce script sous forme de n'achète pas ce stylo, sauf si, en mode marketing négatif. Donc avec Et toute du la coup, data que tu avais donnée au-dessus aussi. ouais, exactement, parce qu'en fait, moi, tous mes scripts, je les mets dans la même conversation. Du coup, bah, il a tous les précédents scripts et à chaque fois, je lui donne un retour. Je lui dis soit excellent quand c'est super, soit je lui dis c'est pas bon quand le script est vraiment pas bon. Comme ça, comme ça, il retient en fait, il retient pas tous les messages parce que bah, il y a, je pense, peut-être 200, 300 messages dans la conversation, mais il retient en tout cas les derniers et comme ça, il sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc il y a toute cette data Si là aussi. j'ai une technique, là-dessus, je te montrerai avec l'API, Ok, comment réoptimiser avec les résultats et tout. ok, bah ouais, avec plaisir. Et du coup, sur ce framework-là, donc bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, preuve sociale, call to action, il m'a dit, en gros, n'achète pas ce feutre, sauf si tu veux une sensation d'écriture incroyablement agréable, sauf si tu aimes les feutres rechargeables avec des cartouches standards, sauf si tu apprécies le design haut de gamme. Donc là, ça fait un peu trop vendeur, mais les arguments sont là. Et en fait, c'est sur le premier, sauf si tu veux une sensation d'écriture incroyablement agréable, il y a juste le incroyablement agréable qui est un peu trop, qui est peut-être un peu trop extrapolé, mais ça, je pourrais le réutiliser. Euh, Sauf si tu aimes les feutres rechargeables avec des cartouches standards, ça, pour le coup, c'est pas bon, parce que je lui avais donné l'argument du feutre qui se recharge avec une cartouche d'encre standard, et il l'a juste restitué comme ça, plutôt que de le tourner en mode En bénéfice, sauf ouais. si tu cherches un feutre pratique que tu peux recharger avec tes cartouches que tu as déjà à la maison. Mmh. Donc celui-là, pour le coup, je l'ai effacé, je l'ai réécrit moi-même. Et sauf si tu apprécies le design haut de gamme, ça, on peut le tourner d'une façon qui fasse un peu plus naturelle, mais on pourrait limite le réutiliser tel quel. Donc, en fait, ça dépend vraiment pour moi en tout cas, de l'audio, du texte et de la description du plan. Parce que la description du plan, en général, je le garde tel quel, parce qu'il me donne des trucs assez quali. Le texte à l'écran, euh, bah, là, je l'ai gardé tel quel, j'ai rien modifié. Par contre, juste sur l'audio, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal à ce que l'audio ressorte de façon naturelle. Et de toute façon, après, le créateur de contenu, il, il va pas juste réciter le texte, il le dit d'une façon qui lui semble naturelle aussi. Mmh. Donc voilà, il faut encore que j'améliore le prompt là-dessus pour lui dire que l'audio doit être un peu plus naturel. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais mais voilà, les frameworks ça marche plutôt très bien parce que sinon en fait il va me sortir un truc, il va me développer le concept, mais il va par exemple me mettre les bénéfices au mauvais endroit, me mettre la preuve sociale en tout premier alors que ça n'a pas forcément d'intérêt et du coup ça permet de le cadrer un petit peu quoi. Ah, tu penses que la preuve sociale, au début, ça a pas trop d'intérêt dans la structure? Ça dépend ça dépend du produit. Si c'est un produit qui est assez connu, ça peut. Mais si c'est un produit où tu veux vraiment, l'objectif de la pub, c'est de faire une démonstration et c'est de prouver l'intérêt du produit. Tu vas faire un hook qui va capter l'attention. Et après, si tu dis tout de suite 10 000 personnes ont acheté ce produit, en fait, pour l'instant, je m'en fous. Je veux savoir ce que fait ce produit. Donc la preuve sociale, ouais, pour moi, elle doit venir un peu plus tard quand même. OK. Parce que, en fait, je te pose ça comme question. Il y a un moment, je faisais de la copie à la main, tu sais, en copywriting pour apprendre enfin, tu sais, avoir des réflexes d'écriture Ok, et je recopiais les mails d'un mec qui s'appelle Grégory Lagrange, Greg Lifestyler, qui est en gros réputé comme un des meilleurs copywriters en France et ouais, ok, sa newsletter est, en fait, c'est incroyable la capacité qu'il a à générer de la curiosité et du secret et un pattern que j'avais remarqué dans ses emails, c'est qu'au tout début, il utilisait toujours de la preuve sociale. Mais en fait, d'une manière qui était super subtile, c'était, des trucs, «L'autre jour, on m'a demandé que», tu vois?
Donc c'est-à-dire qu'on lui Mmh. demande des choses, tu vois? OK, Hem, hier, j'étais avec un client et j'ai vu que, tu vois? OK, je Et vois. je trouvais ça super intelligent comme, manière de procéder parce que tout de suite, dès le début, preuve sociale, tu montes une preuve d'autorité et ça crée, de la confiance parce que tu dis: «Ah bah, attends, on demande à cette personne-là, des questions sur un sujet qui me pose problème», tu vois? Donc du coup, Ouais. je vais écouter. Ouais, non, mais là, sur une newsletter, pour moi, c'est totalement pertinent parce que tu t'adresses pas à la même audience, tu t'adresses à une Ouais. audience qui te connaît et qui te lit souvent. Donc, en fait, une fois qu'elle a ouvert ton mail, l'audience, d'une manière générale, elle va le lire et t'as pas besoin de la convaincre de l'intérêt de lire la newsletter, puisque si elle a cliqué dessus, c'est que elle va déjà le faire et qu'elle te connaît, donc qu'elle lit souvent ta newsletter. Effectivement, là, sur de la publicité, c'est un peu plus compliqué parce que bah, faut pas oublier que sur la publicité, on dérange les gens. Les gens, ils vont pas sur les réseaux sociaux pour voir de la pub et ils en ont rien à foutre du produit. Donc, il faut vraiment leur dire pourquoi, euh, dans un premier temps, pourquoi je m'arrêterais sur ta pub alors que moi, je suis en train de scroller sur TikTok et je veux juste voir des vidéos marrantes. Euh, Pourquoi ton produit, en quoi ça m'intéresse. Moi, je suis pas en train de vouloir acheter un truc, donc pourquoi est-ce que je m'arrêterais devant ton produit. euh, à quoi il sert, quel problème il peut résoudre, quel problème j'ai que ce produit-là peut résoudre, et ensuite la preuve sociale. Ok, ton produit il a l'air cool, mais est-ce que c'est pas une arnaque. Comment je sais que ton site il est fiable? Ah bah il y a 10 000 personnes qui ont déjà acheté ce produit. C'est plus dans ce sens-là. C'est la technique, j'avais vu ça dans un cours là que j'avais acheté en ligne qui était intéressant. C'est la technique, je crois, de comment ça s'appelle? C'est une grosse boîte qui fait du copywriting, Agora Financial. Je sais pas si tu connais? Je saurais pas dire, non, ça me dit rien du En tout. fait, c'est une boîte qui vend du conseil en investissement pour, de l'épargne retraite aux États-Unis. Tu sais, ils ont pas du tout le même système que nous, ils ont pas de retraite et du coup, depuis, assez tôt, ils doivent investir, tu sais, dans des plans épargne Mhm. retraite, dans des assurances, des trucs comme ça. Et eux, justement, Agora Financial, ils donnent des conseils en ils ont un produit qui vend du conseil en investissement et en fait, eux, ils sont vraiment spécialisés en direct response marketing, donc tu sais, de la page de vente, très, très agressif, très, très vénère et en Mhm. fait, ce qui ils forment les copywriters avant de les mettre en poste. En fait, des tu peux être badgé genre copywriter Agora Financial et en général, souvent, tu pèses un peu et eux, leur structure de comment ils structurent une page de vente, une pub ou un truc comme ça, c'est qu'en fait, ils réfléchissent à quelles sont les objections du client et en fait, ils structurent leur page de vente avec les objections comme tu as dit. Toi, pourquoi je t'écouterais? Quel problème ça va me résoudre? Tu es qui? Et en fait, tu construis toute ta page de vente en Mhm. faisant la liste de toutes les objections et le but, c'est que chacun des paragraphes, tu lèves une objection. Chacun des paragraphes, tu lèves une objection. Tu sais quelle objection va venir et tu détruis toutes les objections jusqu'à temps que tu le closes. Ouais, mais complètement, complètement. Ça, sur les pages de vente, ça marche très bien. Et d'ailleurs, pour moi, les meilleures pages de vente, c'est les pages de vente des infopreneurs. Ouais, Parce que à chaque fois que je clique sur une pub d'un infopreneur, même si j'ai pas spécialement envie d'acheter son produit, je lis toute sa page de vente et je me dis putain, c'est génial, j'ai envie de l'acheter. Et après, ouais, je me rappelle qu'en fait, j'en ai pas du tout besoin, mais c'est hyper bien amené. Et en fait, convaincre, convaincre, c'est que ça, c'est que lever les objections les unes après les autres. La première objection, c'est j'ai pas besoin de ton produit, ça m'intéresse pas. Sauf que ça, alors en prospection, bah, tu peux difficilement la lever. Hein. Quand tu envoies un mail de prospection et qu'on te dit je suis pas intéressé, bah, tu vas pas harceler la personne, bah, tant pis, t'es pas intéressé, t'es pas intéressé. Mais en publicité, euh, on peut lever cette objection-là du type j'ai pas besoin de ce produit. En fait, t'en as peut-être besoin, c'est juste que pour l'instant, bah, t'as pas envie de regarder la vidéo parce que t'es pas dans cette optique-là. mmh. Et cette objection-là, en fait, on la lève avec des hooks qui fonctionnent bien et qui captent l'attention. Donc la personne va se dire, ok, je suis dans une logique de divertissement, j'ai vu un hook qui est sympa, donc je vais m'arrêter, même si c'est une pub. Et ensuite, elle se dit toujours, mais j'ai pas besoin de ton produit. Et après, premier plan, tu lui montres le problème que résout le produit, ou tu lui présentes juste le problème, et elle va se dire, si la personne a ce problème-là, elle va se dire,
OK, bah, ouais, moi aussi j'ai ce problème, vas-y, parle-moi, dis-moi en plus. Et en fait, petit à petit, tu vas lever chacune des objections. Donc la première, c'est: «J'ai pas besoin de ton produit». La deuxième, c'est: «Qu'est-ce qui fait ton produit?» Après: «Est-ce que ça marche?» «OK, ton produit, il a l'air cool, ça marche, mais toi, tu qui? Est-ce que je peux te faire confiance?» Donc preuve sociale. Et après, la dernière objection, c'est: «OK, comment je fais pour acheter?» Mmh. Donc voilà, c'est que ça pour moi, c'est que lever des objections les unes après les autres. Après, tu peux pas les lever pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ton produit et ils ont vraiment pas besoin. Et ça, c'est normal. Tu vas pas lever ces objections-là. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que l'UGC, c'est un peu le format où il faut que tu sois dans comment tu l'expliques, il faut que tu sois le plus efficace dans ce truc de lever les objections, dans la mesure où, je sais que, par exemple, tu as des funnels sur du trafic froid. Alors je sais plus ce que c'est le nom exact, mais en fait, la structure, c'est que tu mets ce qu'ils appellent un advertorial. C'est, un espèce d'article, bon, ouais, typiquement, ça a été éprouvé à mort sur, les, trucs pour perdre du poids. Et c'est, découvrez, comment, cette femme de 49 ans, a réussi à perdre 20 kilogrammes en 4 jours, en buvant, ce mystérieux, jus de fruits, à base, d'un fruit qu'on a tous dans notre frigo, tu vois? Et tu racontes du coup une histoire qui est en train de préchauffer le leads parce qu'il est complètement froid, tu vois? Et la personne veut juste savoir c'est quoi l'histoire et du coup tu le teases, tu le teases, tu le teases, tu le teases, tu le teases et à la fin tu dis: «Bah, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur cette page machin». Là, tu mets une grosse vidéo en mode, «Ah, ce fruit est incroyable, il permet de faire ça nanani nanana» et là, bouton achète, ton jus d'orange, quoi. Ouais, 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 complètement. Ça marche hyper bien. En France, on le voit pas énormément, je trouve, les advertorials, mais Ça aux dépend États-Unis. ça dépend où tu traînes. Faut aller sur les, genre les gros sites de journaux. Tu sais les petites pubs un peu moches là, sur les sites internet, qui font, du AdSense et tout, Mmh. heu, ouah, tu peux tomber sur des trucs un peu crado. Je sais que moi, je m'étais abonné à une, newsletter où les gars, ouais, en copywriting, ils sont très, très agressifs. C'est, naturo je sais plus trop quoi, un truc sur la naturopathie et les mecs, c'est la newsletter, c'est des cinglés. Vraiment, genre, ils sont OK. et en On gros, ouais, dans chaque travaille avec une naturopathe, je sais qu'il y en a beaucoup, mais qui elle fait beaucoup qui est beaucoup dans les newsletters, dans le copywriting, etc. faudrait que je t'envoie la ref parce que eux ils sont en fait, à chacun de leurs mails, si tu les écoutes pas, tu vas mourir d'un cancer dans 2 ans. C'est Ouais, en gros ouais. en gros, c'est ça, c'est C'est tu peut-être un peu poussé à l'extrême. comment? C'est peut-être un peu poussé à l'extrême pour le coup, Ouais, mais ouais, mais en plus, ils écrivent vraiment bien ces mecs, hein. Ils sont très, très chauds, c'est impressionnant et puis ils bombardent, hein, je crois que c'est 1 ou 2 mails par jour, ils sont là, tu vois? Mais ouais, ouais, ouais. Mais après, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, mais ça marche sur certaines audiences. Donc, t'as des gens qui se désabonnent, mais au moins les gens qui restent, si ouais, ils achètent. t'as un bon taux d'ouverture, tu sais qu'ils s'achètent derrière. Après ça, c'est Mais ouais, intéressant. les advertorials en France, en tout cas dans le e-commerce, on n'en voit pas énormément, alors qu'aux États-Unis, vraiment, tout le monde en fait, parce que les coûts de diffusion sont beaucoup plus élevés aux États-Unis. Donc ils ont dû trouver des techniques, parce que vendre directement, faire une pub en disant regarde mon produit, achète-le, ça marche, mais ça coûte plus cher parce que bah, les gens sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter des produits, Mmh. donc la majorité va pas cliquer. Sauf que si tu fais la pub pour un article de blog, sauf que cet article, bah, comme tu l'as dit, tu racontes une histoire où tu parles du problème de la personne, etc. Bah ça peut marcher parce que les gens ils vont se dire ah ok il a l'air cool cet article, ça a l'air intéressant, je vais le lire. Sauf que cet article, en fait, c'est un piège entre guillemets, c'est un faux article dont le seul but est de mettre en avant un produit. Et à la fin de l'article, bah t'as un lien, voire même pas que à la fin, tout au long de l'article, t'as des liens vers vers la page du produit pour l'acheter directement. Et ça marche hyper bien aux États-Unis pour réduire les coûts d'acquisition. En France, on le voit très peu. J'ai l'impression qu'il y a peu d'éducation sur ce sujet, en tout cas dans le e-commerce.
mais comme tout ce qu'on voit aux États-Unis, ça arrivera en France dans 1 ou 2 ans, quoi. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, il y en a pas trop, mais à part surtout, ouais, des niches un peu, tu sais, les niches, un peu, classiques, style, ouais, perdre du poids, gagner de l'argent, quoique même gagner de l'argent, je suis même pas sûr, qu'il y en a, typiquement, moi, Ouais, je réfléchis, j'avais parce que ça, vraiment trouver des, je crois que la meilleure technique pour écrire des advertorials que j'avais trouvé, c'était trouver les histoires d'horreur du secteur. Hem, ok, je te donne c'est un vrai. exemple, je réfléchissais à de l'argumentaire pour vendre donc du coup du no code, tu sais, pour des ERP ou des logiciels internes et en fait, donc j'avais suivi un cours sur Coursera sur, comment faire des ERP, enfin, tu sais, un peu comment organiser tous ces trucs-là et en fait, tu as une partie qui expliquait, pourquoi les projets ERP 50 du temps, ils échouent et là, typiquement, tu avais du matos au niveau histoire, à dire, découvrez, comment, tel projet ERP a échoué, à cause, d'une erreur toute bête, que vous risquez de faire, tu vois? Comment tu accroches. Et là, tu dis: «Ah ouais, putain, je suis en train de faire mon ERP, ça coûte de l'argent, 50 de chance, oh là 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 là». C'est la panique, Ouais, tu vois? ouais, complètement. Mais de toute façon, après, bon, ça dépend du produit que tu vends et en termes d'éthique, c'est pas toujours ouf. Mais mais la peur, c'est un levier de ouf, hein, Ouais, pour ouais, vendre. ouais, c'est incroyable. Après, cette peur, faut faire gaffe à ce que ce soit une peur qui soit légitime et pas une peur en mode, comme tu l'as dit, attention, tu vas mourir dans 2 semaines si tu prends pas ce produit. Euh, il y a une ligne qui est importante à pas franchir pour rester crédible. Tu Et penses? puis aussi pour ouais, et puis aussi pour bah, d'un côté plus éthique, si tu veux pas arnaquer les gens, il y a une ligne à pas franchir aussi. Après, si ce que tu vends, c'est béton, tu vois? Si Ah ça oui, marche, on est d'accord. tu On est vois? d'accord. Si ce que tu vends c'est béton, d'accord. Mais malheureusement, quand tu regardes toutes les entreprises, tout ce que tout le monde vend, euh, tout n'est pas béton, loin de là. Ça, c'est la situation idéale. Tu vends un produit qui est parfait, ou en tout cas que toi, tu trouves parfait, bah, effectivement, tu peux le vendre de la façon que tu veux, parce que tu es sûr qu'il y aura 100% de satisfaction derrière. Ouais. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Tu as des produits et ça on le répétera jamais assez, hein. Le meilleur marketing, c'est un produit qui marche, déjà. Mmh. Euh, si t'as un mauvais produit, t'auras beau engager n'importe quelle agence de marketing, bah tes coûts d'acquisition ils sont toujours hyper élevés et tes avis seront toujours mauvais et t'iras pas loin. Donc Je sais pas, hein. Parce que typiquement, encore une fois, aux États-Unis, il y en a là-dessus, ils sont complètement malades. Ils ont des techniques, typiquement, tu vois le mec de ClickFunnels? ouais, ouais, ouais. Russell J'ai Brunson, oublié son nom, mais Russell ouais. Brunson, tu lu son livre, Expert Secret? Non, 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 pas du tout. Masterclass. En fait, il te donne les patterns pour retourner la tête de quelqu'un. Franchement, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que ces techniques-là, si tu les utilises à mauvais escient, tu peux, faire n'importe quoi de n'importe qui. En fait, il t'explique que, du coup, chaque personne a une perception du monde. Elle a, un véhicule pour atteindre son objectif, tu vois? Et dans le copywriting, tu dois toujours donc décrire sa situation, le véhicule qu'elle est en train de faire, pourquoi c'est pas une bonne solution, le véhicule que toi tu vends grâce à un mécanisme unique que tu as développé parce que je sais pas quoi, et ensuite le résultat obtenu sans toutes les douleurs qu'elle devrait faire en utilisant le véhicule A. Et ça, typiquement, en fait, Ok. ce schéma-là, bah, tu peux l'appliquer à n'importe quoi, tu vois? À vraiment n'importe quel, à n'importe quel schéma, à n'importe quel Ouais, clairement. Mais ça, on l'applique pour les UGC. Alors je connaissais pas ce livre ni ce schéma en particulier, mais on l'applique avec un autre framework euh, qui est euh, qui est de vendre déjà le résultat et surtout de comparer avec les mauvaises alternatives. Nous en fait on appelle ce format us versus them.
Et en gros, le but, c'est de dire les produits que tu utilises actuellement, ils sont pourris. Et ton problème, il vient de ces produits-là. Nous, notre produit, il est génial. Regarde les résultats qu'on a par rapport à l'autre produit. Achète. Voilà. En gros, c'est ça. Et, euh, et ça marche assez bien. C'est un peu c'est exactement le même principe, l'histoire du véhicule pour atteindre son objectif. Pourquoi tu es dans le mauvais véhicule et pourquoi si tu continues sur cette route-là, ta situation va empirer. Ça, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Et d'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle Sabri Subi qui fait des pubs qui sont incroyables, vraiment. Je pense que dans le B2B et dans le secteur du marketing, c'est les meilleures pubs que j'ai vues. Il a une agence de marketing digital et une agence australienne, je crois. Et il fait des pubs, c'est des films, vraiment, c'est des films. Et il insiste tellement sur le problème de la personne et sur les mauvaises agences. Il insiste là-dessus, vraiment. Ces pubs, elles sont hyper longues par rapport à des pubs traditionnelles sur les réseaux sociaux. Elles font peut-être 3-4 minutes. Et je pense que pendant 2 minutes, voire 3 minutes, il insiste full sur le problème. Il détruit les agences, il détruit les personnes qui font appel aux mauvaises agences, alors même que c'est ses potentiels prospects. Mais il tacle, il envoie des scuds dans tous les sens. Et en fait, tu te reconnais tellement là-dedans quand t'es une marque et que ton marketing marche pas forcément, tu te retrouves tellement là-dedans que même si t'as encore rien vendu, euh, bah tu l'écoutes. Ouais, tu créé Et la connexion. exactement. Et ça, c'est un truc. Encore une fois, faut faire attention, mais taper sur les mauvais concurrents, sur les mauvaises alternatives, c'est un truc qui marche hyper bien. Euh, Moi, je me risquerais pas à le faire dans mon secteur parce que la majorité de nos concurrents, c'est des gens qu'on connaît et il y en a beaucoup, c'est nos amis. Donc, on va pas dire telle agence, c'est des grosses merdes et non, on est 10 fois meilleur alors que c'est nos potes et qu'on sait qu'ils travaillent bien. Après, Mais est-ce c'est un que truc qui marche. la question, c'est est-ce que, tu vois, de faire des faux clashs, ça permettrait pas d'étendre le marché, tu vois? Euh, Étendre le marché, c'est-à-dire. Bah, je sais pas ce que c'est la taille du marché des UGC actuellement en France, mais du coup de faire un peu, les gens ils aiment les clashs et typiquement je pense que ça pourrait les faire en sorte qu'ils s'intéressent aux UGC, sans cette pub, classique ou, personal branding classique, tu vois? De vraiment faire du Mhm. clash, pour faire du clash et en fait, faire connaître, la discipline et agrandir le marché. Ouais, effectivement, ça peut marcher parce que ça peut faire de l'éducation. Si tu compares, par exemple, avec des vidéos produites en studio, etc., qui coûtent 10 000 balles, euh, tu peux carrément clasher cette partie-là et faire une opposition avec les UGC. Du type, j'ai déjà plus ou moins le déroulé d'une vidéo en tête là-dessus. Euh, tu montres, euh, Tu montres une personne qui fait faire une vidéo euh, pour sa marque, qui paye une agence haut de gamme, c'est des monstres, ils font des super belles vidéos avec des explosions dans tous les sens et tout. Donc ils font faire la vidéo, ils lui présentent les concepts, c'est génial, ils adorent, ils font la vidéo, ils payent ses 10 000 balles et la vidéo elle fait 0 vente. Et après tu te dis j'ai payé 10 000 balles pour rien. Et si tu es en train de faire appel à une agence de ce type-là, en fait, même si l'agence elle est quali et même si ça va t'apporter des résultats, tu te poses la question. Tu te dis, putain, est-ce que je suis pas en train de faire de la merde là? Est-ce que je ferais pas mieux de faire autre chose et de faire des UGC qui vont me coûter beaucoup moins cher et en itérant sur les performances? Ouais, ça pourrait carrément marcher. On l'a pas fait parce qu'on n'a pas encore de budget publicitaire pour mettre nous sur les réseaux sociaux. Mais si on faisait des pubs, clairement, ce serait un des angles qu'on adopterait. Parce que j'ai écouté une histoire dans un podcast, alors je sais plus ce que c'est exactement, mais je trouve qu'elle parlait d'elle-même. C'est, en gros, le CMO, le chief marketing d'une boîte qui dit: «Bon alors, les pubs Facebook, comment ça a marché cette semaine?» Tu as, la vidéo super bien produite, ouais, à 10K avec les explosions, machin, tout bien. Bon, bah, celle-là, on est perdant et puis, tu as la pub où c'est un vieux mème, tout con qui convertit, 5 fois plus que la vidéo à 10 000 € et tu te dis: «Ouais, bon, bah, il y a peut-être, bah, ça fait réfléchir quand même sur,
sur, je pense que tu as une prime à la piraterie un peu dans le marketing, tu sais? À Carrément. aller droit au but et à tenter des trucs un peu, je pense que le bon marketing, il frôle avec le Grinch, tu vois? Il Avec le? Avec le Grinch, avec un peu l'étrange. Ah, OK. Parce que, finalement, je trouve que le marketing, tu sais, tu dois aller parler de la personne et mais je crois que c'est dans le livre L'art du storytelling où je trouvais, putain, c'est une citation, faudrait que je la retrouve exactement. C'est, «L'universel, c'est, est un en gros, est lié avec, l'intime». C'est-à-dire qu'en fait, là où tu crées vraiment du lien avec les gens, c'est quand tu dévoiles quelque chose d'intime qui est commun à tout le monde. Mmh. OK. Ouais, ouais, non, mais complètement, hein, Et complètement. et du coup, je pense que dès que tu arrives à trouver ces sujets-là, ces petits trucs-là, incroyable. Ouais, mais ça, de toute façon, c'est la base du marketing. Tu parles du problème de ton audience et après, plus le problème est répandu, bah, forcément, plus tu vas toucher une audience qui est large et plus tu vas pouvoir vendre à un grand nombre de personnes. Donc effectivement, insister sur le problème, de toute façon, c'est c'est toujours, toujours, toujours une bonne idée et après tout dépend de la façon dont on le fait. Là, c'est quoi un peu l'état actuel de l'IA dans l'UGC? C'est quoi un peu les pratiques? Tu m'as dit que tu parlais du coup avec des personnes qui étaient, comment? Concurrentes à ton agence. Est-ce que vous en parlez? C'est quoi un peu l'état de l'art là-dedans? Comment c'est intégré? Est-ce que c'est intégré? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en refusent? Pourquoi ils s'en refusent? Hem, Je pense il y a personne qui le refuse catégoriquement parce que on est dans le marketing, c'est un secteur qui évolue très vite et c'est un secteur avec une couche technologique qui peut être hyper importante. Donc, je pense que tout le monde sait sur ce marché-là que l'intelligence artificielle, ça va complètement changer ce marché dans les 2 prochaines années, certainement même avant. Euh, Maintenant, une fois que ça c'est dit, il y en a encore beaucoup, la majorité, je pense, qui sont pris dans leur quotidien d'agence et qui passent leur temps à exécuter, à délivrer pour leurs clients et qui du coup prennent pas forcément le temps de se plonger dans l'intelligence artificielle et notamment dans ChatGPT, qui est l'outil le plus répandu et certainement le plus facile à exploiter quand t'as pas de connaissances techniques. Pour moi, il y en a encore beaucoup qui l'utilisent pas et ceux qui l'utilisent, la majorité, je pense, en parlent pas encore, pour 2 raisons. La première raison, c'est que il y en a certains, à mon avis, qui ont peur de la réaction de leurs clients et de leurs prospects, en mode ouais, bah, en fait, tu me faisais payer 2 000 € il y a 6 mois quand tu n'utilisais pas l'intelligence artificielle. Maintenant, tu me fais toujours payer 2 000 € alors que ça te prend 10 fois moins de temps et que tu utilises l'intelligence artificielle. C'est pas normal, il faut me faire payer moins cher. Bah, en fait, non, le résultat, il est le même. Est-ce que tu as senti la différence avant que tu vois mon post? Donc non, le résultat, il est le même pour toi. Comment je le fais? Ça, c'est mon problème. Si ça me fait gagner plus d'argent, tant mieux pour moi. Mais je pense que euh, l'agence de base, il y a encore beaucoup d'agences qui vendent leur temps. Et ça, c'est une grosse erreur. Et du coup, il y a encore énormément de clients d'agence ou de clients potentiels d'agence qui se basent là-dessus, qui se disent, OK, ça va te prendre tant de temps, donc tu dois me le facturer tant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de cette partie-là. Et aussi de la partie, bah, le client comprend rien à l'intelligence artificielle. Du coup, il va se dire, si j'utilise l'intelligence artificielle, bah, la qualité va être dégradée et mes vidéos vont être nulles. mmh. Donc je pense qu'il y a, pour l'instant, il y a une petite peur là-dessus. Et puis l'autre raison, qui est pas la peur, c'est la concurrence. Aujourd'hui, vu qu'il y a encore beaucoup de monde qui l'utilise pas, la majorité des agences l'utilisent pas, je pense. Euh, Bah, la concurrence, tout simplement. Si toi, tu dis que tu utilises l'intelligence artificielle, que tu dis combien de temps ça te fait gagner, comment tu l'utilises, etc., euh, en fait, c'est un avantage comparatif qui est énorme pour l'instant. Mais si tu le partages, bah, tu as d'autres agences qui vont le faire et ton avantage comparatif, il va diminuer.
Sauf que ça aussi, pour moi, c'est un faux problème, parce que de toute façon, il y a deux types d'agences. Il y a les agences qui utilisent l'IA ou qui vont l'utiliser, et il y a les agences qui vont mourir. Donc, au bout d'un moment, tout le monde va l'utiliser. La majorité des agences, même s'ils le font pas encore, ils vont s'y mettre. Ils vont s'y mettre un peu en retard, mais ils vont s'y mettre tout simplement parce qu'ils n'auront pas le choix. Parce qu'en face d'eux, il y aura des agences qui l'utilisent et qui du coup travaillent 10 fois plus vite qu'eux et peuvent délivrer la même valeur potentiellement pour moins cher. Ou alors font beaucoup plus de marge et peuvent se permettre d'investir plus en publicité ou en commercial, etc. Donc les agences qui l'utilisent pas, ils vont pas se faire manger du jour au lendemain, mais un jour ou l'autre, ils vont être obligés de l'utiliser. Donc cet avantage comparatif, il va pas durer éternellement. Donc moi, je trouve autant partager sur ce sujet et vraiment dire comment tu l'utilises, dire pourquoi c'est important et pourquoi ça fait que ton service est meilleur. Actuellement, il y a qu'un mec, je crois, qui partage vraiment là-dessus. Un mec qui s'appelle Alex Cooper, qui a une agence qui est anglais, qui a une agence pareil qui fait des vidéos publicitaires. Et lui, il dit qu'il fait 100% de ses scripts grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ChatGPT notamment. Et il a même partagé son prompt avec des captures d'écran de son prompt, des résultats qu'il obtient, etc. Et en fait, ça marche déjà parce que forcément il le partage, ça fait des vues, etc. C'est du contenu, machin. Mais aussi tu montres que tu as une expertise en publicité et en intelligence artificielle. Donc ton client, tu fais quelque chose que ton client est pas capable de faire. Donc ça a quand même de la valeur. Et même si l'agence à côté peut copier et peut le faire, c'est toi qui l'as partagé. Donc le client, il voit que c'est toi qui sais le faire, il voit pas que c'est ton concurrent qui sait le faire. Mmh. Donc voilà, actuellement on en est là, c'est-à-dire qu'il y a peu de monde qui partage là-dessus, même si je pense que tout le monde sait qu'il faut l'utiliser et que de toute façon ceux qui l'utilisent pas encore vont devoir l'utiliser dans les prochains mois ou prochaines années. J'ai invité une personne dans le podcast où j'étais surpris par sa réponse, mais enfin, c'est peut-être parce que je suis trop enfin, vu que je fais que ça, moi, je suis complètement absorbé par l'IA, tout ça, où je lui propose du coup du coaching, mes services en presta, elle me dit: «Ah non, je pense que c'est pas pertinent pour mon offre pour le moment, moi je préfère garder de l'humain» et en fait, je l'ai invité parce que vraiment, ça m'intéresse énormément de comprendre, heu, comment on arrive à garder ce schéma de pensée-là avec, ChatGPT. Enfin, ça me paraît vraiment, en fait, pour moi, c'est très curieux et je sais pas, est-ce que tu as des arguments contre, tu vois, ce truc de, toute façon, on va tous utiliser l'IA et l'humain va disparaître? Ouais, il y a des arguments clairement. Parce que si je reprends le modèle de l'agence, qui est le mien, donc c'est ce que je connais le mieux. T'as plusieurs types d'agences. Tu vas avoir les productized agency, donc qui sont des agences, mais derrière avec un produit, donc qui essayent d'automatiser le plus de choses et en fait d'avoir le moins d'humains possible. Donc sur ce système-là, de toute façon, l'intelligence artificielle, ça va être nécessaire pour faire plus de marge et pouvoir être rentable. Maintenant, sur le modèle traditionnel de l'agence, sur la partie UGC, de toute façon, enfin, ou même création de publicité, pour écrire les scripts ou même brainstormer, c'est toujours intéressant. Maintenant, il y a des arguments. Pour moi, le principal argument, il est commercial. C'est nous, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, c'est des vrais créatifs qui font nos publicités. Du coup, nos publicités, vous les avez jamais vues ailleurs, elles sortent uniquement de notre esprit parce qu'on est super originaux, etc. Cet angle-là, il pourrait très bien marcher. Et puis, il y a tout le côté accompagnement, parce que l'agence, c'est pas uniquement un service, c'est un accompagnement. Et souvent, les personnes qui font appel à une agence, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui veulent un résultat et il y a les personnes qui veulent un accompagnement, qui veulent être pris par la main,
qui veulent qu'on leur explique tout et qui veulent qu'on fasse en fait autant avec eux que pour eux. Donc pour ce type de prestation-là, où il y a encore beaucoup d'humains aujourd'hui, effectivement, je pense que ça peut avoir du sens de pas utiliser l'intelligence artificielle, en tout cas pour la prestation pour le client. Maintenant, de toute façon, il y a toujours des trucs que tu peux automatiser ou alors sur lesquels tu peux utiliser l'intelligence artificielle au sein de la boîte pour faciliter certains process, etc. Mais ouais, il y a clairement des arguments, il y a clairement des arguments contre. Hein. Ça peut. L'argument principal pour moi, il est commercial, vraiment. OK. Là, avec ce que tu viens de dire, moi, ça m'a lancé une réflexion. Tu vas me dire ce que tu en penses. J'ai l'impression que le futur des agences, c'est le produit, c'est la presta qui génère le livrable automatisé à 80-90 par l'IA et en fait, une grosse couche de conseils et d'accompagnement stratégique sur la tâche. Euh, Ça dépend. J'ai pas de boule de cristal, donc malheureusement, je pourrais pas te dire exactement. Moi, je le vois. Euh, je dirais que t'as un peu raison, mais moi, je scindrais les deux parties justement. Pour OK. moi, il y a les agences. Les agences, elles vont pour moi se diviser en deux parties. Du coup, les agences qui automatisent une grosse partie de leur process et de leur livrable grâce à l'IA, et qui du coup auront moins de couches, auront moins d'humains. Nous, c'est ce qu'on cherche à faire chez Kikad. Et les agences qui vont être vraiment des agences conseils, où la personne va arriver avec sa problématique et on va essayer de lui résoudre en call, en lui expliquant les trucs, etc., point par point, pour qu'il retienne bien, mais on va pas forcément faire à sa place. Parce que Mmh. pour moi, l'exécution, en fait, tout ce qui est dans l'exécution, tu peux gagner énormément de temps avec l'intelligence artificielle. Que tu sois une agence de dev qui fait des sites web, ou une agence de no-code, une agence de publicité qui fait de la créa ou qui fait du media buying, une agence qui fait du consulting CRO, etc. Enfin, optimisation du taux de conversion. En fait, peu importe toute la partie exécution, quand tu fais vraiment le truc et que tu fais pour le client, toute cette partie-là, euh, tu peux automatiser une partie avec l'IA. Tu pourras peut-être pas tout automatiser, mais tu peux optimiser une partie de cette exécution avec l'IA. Et du coup, si tu le fais, forcément, tu gagnes du temps. Tu peux prendre plus de clients si tu gagnes du temps, et forcément, bah, tu gagnes de l'argent, quoi. Ouais. Parce que, en fait, je pense à ça parce qu'en gros, dans l'exécution, bah, dans le précédent podcast, qui devrait être sorti du coup à l'heure où on parlait un peu de l'idée que le monde va se scinder en 2. Bah, comme ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu auras plus rien au milieu et aux 2 extrêmes, tu auras ultra humain, ultra relation et de l'autre côté, ultra, IA, ultra tech, ultra technologie Mhm. et hem et en fait, tu as quand même des trucs genre AutoGPT. Je crois qu'on en a parlé vite fait en MP. Ouais, Agent GPT et Auto Ouais, GPT là qui font tourner le modèle GPT mais tout seul en automatique. ouais, en automatique. Là, je suis en train de travailler dessus, moi, en perso, pour développer des agents spécifiques, tu sais, pour des tâches et j'ai vu deux trois projets, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a Ouais, mais clairement, il a je fait, pense. 2 agents qui codent des jeux en Python. Il lui dit: «Fais-moi un jeu, machin», et en fait, les 2 agents recommentent le code, retestent le code Incroyable, et ça code le truc tout seul, quoi, en 2 minutes. incroyable. Mais ouais, moi je suis vraiment d'accord avec ça, que de toute façon, tout le côté exécution, avant t'étais une bonne agence si t'étais une agence qui exécutait bien, ou t'étais un bon prestat, pas forcément agence, si t'exécutais bien. Aujourd'hui, l'exécution, ça va être quasiment, enfin ça va être de plus en plus automatisé avec l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qui reste pour l'humain? Qu'est-ce qui fait qu'une agence ou un prestat est meilleur qu'un autre?
ça va être la façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ça va être tes connaissances théoriques et pratiques sur ton sujet de base et tes connaissances théoriques et pratiques sur l'intelligence artificielle en tant que telle, mais ça va plus être la capacité à faire. Et après, tu as de l'autre côté, du coup, ce que tu as dit, le full humain, où là, forcément, bah, cette partie-là, la partie conseil, à mon sens, elle pourra jamais être remplacée par de l'humain, parce que, enfin, par de l'IA, pardon, justement parce que bah, il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on leur explique et qui veulent que ce soit un humain qui leur explique, qui comprenne leurs problématiques, etc., et pas une intelligence artificielle. Donc pour moi, ouais, ça va vraiment se scinder en deux parties et l'exécution, la capacité à exécuter va être de moins en moins importante pour moi. Même si aujourd'hui, ça reste encore le must, hein. C'est juste que tu as des gens qui exécutent eux-mêmes très rapidement et très bien, et tu as des gens qui exécutent avec l'IA très rapidement, très bien aussi. Ouais. C'est, et du coup, l'évolution, toi, de ton marché, tu le vois comment là avec l'IA? Tu penses que ça va aller vers, ouais, donc vers ce que tu viens de dire, soit des agences qui automatisent à fond? En fait, moi, j'ai du mal à comprendre, à concevoir aussi l'argument de le conseil, ça va être toujours des humains, alors que typiquement, moi, personnellement, pour demander des conseils, maintenant, je préfère demander à ChatGPT qu'à un humain. Parce que, selon comment je vais lui poser la question, il va ressortir les infos comme je veux et comme je peux les digérer et les comprendre, tu vois? Ouais, Alors qu'un humain, ça peut ne pas le faire correctement et c'est à cause, je sais pas, peut-être d'un manque d'empathie ou de compréhension du problème. Alors que mine de rien, ChatGPT, il comprend quand même assez bien les problèmes que tu as quand tu lui poses la question. ouais, mais le truc c'est que toi, tu as 25 ans et tu connais bien l'intelligence artificielle. Ouais, Euh, Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un de plus de, je sais pas, 40 ou 50 ans, bah, non seulement ils en ont peut-être même jamais entendu parler, mais ils savent pas du tout l'utiliser et ils sont hyper loin de ça. Et sauf que bah, tu prends pas ta retraite à 40 ou 50 ans. Donc mmh, toutes ces personnes-là, elles ont encore une influence énorme sur le business et c'est elles qui prennent les décisions, particulièrement dans les grosses boîtes, les boîtes qui font le plus d'argent. Et donc je pense que avant que la partie conseil passe en mode intelligence artificielle, je pense qu'il se passera bien 10-20 ans. Et même, je pense que je suis pas sûr que ça, je suis pas sûr que ça prenne vraiment de ce côté-là. Je peux me tromper, mais les gens qui connaissent rien à l'intelligence artificielle, ils veulent que ce soit un humain qui leur parle et qui leur donne des conseils en fait. Et mmh. puis même, il y a tout le côté relationnel aussi. Même si les conseils sont aussi quali avec de l'intelligence artificielle qu'avec un humain, il y a beaucoup de gens qui préfèrent tout simplement bah, discuter avec quelqu'un et faire du relationnel parce que bah, voilà, ils sont comme ça fait partie de leur façon de penser. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que, ouais, si tu parles pas à un humain, là enfin, on reste des animaux sociaux, quoi. Exactement, exactement. Et ça, il faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, dans l'agence, dans une agence, tu as 2 parties. Tu as la façon dont tu exécutes et la façon, et en gros, est-ce que tu délivres un travail de qualité à ton client? Et tu as la relation client, comment tu communiques. Et cette partie-là, même si, bah, tu peux en automatiser une partie avec l'IA par mail et cetera, ça reste de la relation humaine et le mec qui est en face de toi, à qui tu vends ton produit, c'est un humain. Et si tu sympathises avec lui, que tu es son pote, que tu vas boire des coups avec lui, euh, quand les résultats seront un peu moins bons pendant 6 mois, il va quand même rester. Alors que si t'as jamais communiqué avec lui, tu parles juste de résultats, au moment où les résultats sont plus là, il aura plus de raison de rester avec toi. Mmh. Donc il y a toute cette partie-là, toute cette partie d'humain qu'il faut pas négliger, qui sera jamais remplaçable dans le business. L'IA, ça permet vraiment juste d'exécuter beaucoup plus rapidement et des fois beaucoup mieux aussi. Ça me challenge cette idée, je suis presque sûr que sur de l'agence, tu peux automatiser la conversion et la relation client avec.
un super bon chatbot et tu sais une IA de text to speech où justement, tu lui dis de poser des questions un peu small talk au début, ensuite faire la phase de découverte, faire référence à Ouais, son dossier dans une base de données qui est déjà indexée et tout. ouais. Moi, je t'avoue que je suis pas convaincu. Je pense que en termes technologiques, on est encore loin, à mon avis, de pouvoir faire ça, de pouvoir en fait avoir une discussion comme on a là, mais avec une intelligence artificielle. Je pense qu'on en est encore loin. Et en fait, même si c'était possible, juste le fait que la personne sache que c'est une intelligence artificielle, euh, même si les réponses sont plus qualitatives, pour moi, ça a moins de valeur parce que ce qui a de la valeur dans ces échanges-là, justement, c'est l'humain. Maintenant, on peut totalement faire une agence, ce qu'on appelle une productized agency, où il y a moins, voire pas de relations clients, et où en fait, tu achètes un service et t'exécutes le service, et tu as une grosse partie qui est automatisée. Mmh. Et tu réserves un call avec un humain quand on a besoin, si tu en as besoin, mais où cette partie d'humain est pas obligatoire. Et donc ça, c'est un modèle d'agence, donc productized agency, qui existe déjà, qui est pas hyper développé en France. La majorité des agences sont des agences traditionnelles. Et tu as l'agence traditionnelle de l'autre côté, justement, où là-dessus, il faut de la relation client, il faut de l'humain. Je prends le cliché de l'agence Big Four, que je vais pas nommer, mais toutes les grosses agences, très grosses agences parisiennes et internationales. Euh, Comment ils ont leurs clients? C'est pas parce qu'ils ont des meilleurs résultats. C'est d'une part parce que ils ont la notoriété et la réputation, et c'est d'autre part parce que leurs commerciaux, ils sont H24 chez les clients, en train de parler avec eux, de leur faire des cadeaux, ils sont aux petits soins, ils sont derrière eux, et en fait, tu as l'impression que le commercial et le compte manager qui gère ce client-là travaillent pour la boîte, travaillent directement dans la boîte. Et en gros, c'est ça qui fait qu'une agence traditionnelle, en tout cas, marche bien ou marche pas. C'est pas si elle est bonne, c'est si elle a un bon relationnel et si on pense qu'elle est bonne. Il y a des agences qui sont, je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de me faire d'ennemis, mais il y a des agences qui exécutent très mal, qui sont très mauvais dans l'expertise qu'ils vendent, et pourtant ils ont énormément de clients et ils ont des très très gros clients, ils font énormément d'argent parce que c'est des brutes niveau commercial et niveau relation client. Et du coup, vu qu'ils ont des gros clients, bah, ils ont la réputation. Et après, c'est On veut des une noms. flywheel. Je ne donnerai pas de nom. Je ne Au donnerai pas de bûcher! nom. Ouais. Ah bah, c'est un peu ça revient un peu avec ce qu'on disait, c'est est-ce que tu peux faire un marketing, un peu agressif, avec un mauvais produit, après ouais, ça si tu as un bon branding mais un produit mauvais, après je sais pas, moi j'ai tendance à croire que ces trucs-là, c'est pas ça finira un jour ou l'autre, je vois pas de quelle agence tu parles, mais, je me dis si le produit il est mauvais et tout, au bout d'un moment, ça se sait quoi et Bah, il y a des très grosses agences qui sont au CAC 40. Voilà, ah, vous irez vérifier si jamais, si jamais vous voulez. ce Euh, genre d'agence. ouais, qui sont très bons dans certaines expertises, mais dans la partie par exemple media buying que je connais plutôt bien, qui sont assez mauvais honnêtement, et et qui pourtant ont des énormes clients, ont les plus grosses marques en fait, tout simplement, que ce soit française ou internationale, alors que niveau exécution et niveau expertise sur ces leviers-là, euh, ils sont pas ouf, et pour certains, ils sont même franchement mauvais. Et, euh, et ça marche, ça a toujours marché, et j'ai peu de doutes sur le fait que ça marchera toujours, parce qu'ils ont des commerciaux qui sont excellents, et ils ont des super bonnes relations clients, quoi. Ouais, du coup, est-ce que l'IA pourra remplacer ça? Moi, c'est vrai que c'est une bonne question. Là, t ouais, Je pense pas honnêtement. dans ce schéma-là, c'est vrai que c'est
Ouais, parce que typiquement, il y a un truc dont mon père m'avait parlé, c'était, hem, dans certains salons, en fait, ils venaient pas forcément pour faire peut-être du business pur et dur. Tu es en mode prospection, je te laisse ma carte, machin, non, parce qu'ils se connaissent déjà un peu tous et c'est plus, ouais, vraiment pour, ouais, du nourrir la relation, aller boire un coup, faire une bouffe, machin, les nouveautés Ouais, avec clairement. des autres trucs, Clairement. Ça marche, c'est le networking, hein, ça marche très bien parce que la personne avec qui tu vas sympathiser, avec qui tu vas boire des coups, et cetera, elle a rien à t'acheter pour l'instant, tu as rien à lui vendre, mmh, mais le jour où elle a un besoin, est-ce que tu ouais, crois qu'elle va aller benchmarker ou est-ce qu'elle va passer par son pote, avec qui elle boit des coups tous les mois? ouais, exactement. Bah, ça, c'est la puissance du réseau, hein. C'est, faut être, ouais, top of mind, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Exactement. D'ailleurs, le contenu sur les réseaux sociaux, c'est à ça que ça sert, hein. Ça sert certes à prouver l'expertise, mais ça sert aussi à ce que, le prospect, il te voit tous les jours, il sache, de quoi tu parles, même s'il rentre pas trop dans le détail de ce que, il lit pas tous tes posts. Le jour où il a un besoin, dans ton expertise, en fait, potentiellement, il connaît que toi et il va pas aller benchmarker, il va directement faire appel à toi. Ouais, 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 ouais. Et bah, écoute, je pense que c'est un bon mot de la fin, non? De toujours être, top of mind du client, je trouve que c'est bien, c'est Yes. cohérent. Ouais, bah, pour résumer, il y a plein de trucs qu'on peut automatiser avec l'IA. On peut vraiment tabasser là-dessus sur l'exécution et je pense qu'il faut le faire pour la majorité des en tout cas pour la majorité des business et si en écoutant ça, tu te dis: «Ouais, c'est bien, ça marche pour leur business, mais pour le mien, ça marche pas parce qu'il y a une spécificité», c'est faux. C'est faux. Tous les business sont spécifiques et ça marche quand même. Il faut juste savoir utiliser l'intelligence artificielle. Et pour ça, bah, tu as juste envoyé un petit DM sur LinkedIn à Charles, il t'expliquera tout. Je sais comment faire. Où est-ce qu'on peut te trouver, Aymeric? C'est quoi ton adresse? Euh, Moi, on peut me trouver sur LinkedIn. C'est mon réseau principal. Donc, Émeric Bourgeois sur LinkedIn, vous me trouvez assez facilement. OK. Eh ben, écoute, Aymeric, merci. J'ai bien apprécié cette conversation et bah, je te dis Merci à toi. à plus. Merci à toi. À bientôt. Salut. À Ciao. plus.